Vaincre la dépendance affective de Sylvie Tannenbaum, 6e et dernière partie. Construire des frontières intérieures. Imaginez un instant un immeuble de plusieurs étages dont on aurait mis en panne les ascenseurs et cadenassé les portes menant aux escaliers. Il serait impossible de passer d'un étage à l'autre. Les habitants ne se rencontreraient plus et finiraient par oublier l'existence de leurs voisins. Il n'y aurait plus désormais de communication possible entre eux. Imaginez maintenant, à l'inverse, qu'il n'y ait pas de mur entre chaque appartement et que chaque famille puisse ainsi aller chez les uns et les autres, y prendre des livres, des vêtements, des meubles, dormir, manger, etc. Il est difficile de se faire une représentation de ces absurdes situations. Pourtant, c'est un peu ce qu'il se passe avec les frontières intérieures des patients dont nous parlons. Soit elles sont des murs épais et totalement imperméables, soit elles sont absentes. Dans ces deux situations, la problématique est de taille. Nous venons de parler des murs qui encerclent la vie émotionnelle. Ce sont de solides remparts et l'on ne peut les franchir d'aucune façon. Les émotions sont alors un camp retranché, inaccessible, méconnu et ignoré. À l'inverse, le manque de frontières intérieures explique très bien la submersion émotionnelle, toujours très douloureuse et génératrice parfois de crises de panique, car en l'occurrence, il ne s'agit aucunement de joie. La dépendance affective pathologique dénote un grave problème de frontières intérieures, qu'il s'agisse de murs trop épais ou d'absence de ces frontières qui limitent toutes les composantes de l'être humain. Ce serait donc peu dire que d'affirmer qu'elles sont très nombreuses. Lorsqu'elles n'existent pas, nul ne peut vraiment savoir s'il est aimé pour ce qu'il est ou pour ce qu'il fait. Ainsi, la confusion est grande entre l'être et le faire, les comportements, tout comme entre eux sont ces patients et l'image qu'ils veulent donner d'eux-mêmes, entre ce qu'ils ressentent et ce qu'ils pensent, entre les émotions et les idées, entre leur raisonnement intellectuel et leurs émotions, entre le passé, le moment présent et l'avenir. Prenons l'exemple d'une personne qui n'a pas construit de frontières intérieures claires entre le passé, le présent et l'avenir. Si son histoire de vie a été malheureuse, elle en souffre encore aujourd'hui avec la même intensité que par le passé. Elle ne parvient pas à respecter ce que j'appelle une chronologie émotionnelle. Si en plus elle projette ses tourments dans le futur, j'ai beaucoup souffert, j'en souffre encore aujourd'hui et je ne vois pas comment je pourrais ne plus souffrir dans l'avenir, elle se crée des représentations d'un futur douloureux sans espoir d'amélioration possible. Elle se cogne dans son passé à chaque instant. Si elle construisait des frontières perméables entre ces trois composantes du temps, elle souffrirait déjà moins, le temps atténuant les peines, et pourrait développer des projets agréables. Elle serait capable d'imaginer, d'entrevoir un futur qui lui donne envie de vivre mieux. Les patients dont nous parlons souffrent terriblement du manque de ces frontières. Jour après jour, ils perpétuent leur enfance difficile et l'avenir qu'ils entrevoient est bien sombre. Ils ne possèdent donc pas non plus de frontières entre l'enfant, l'adolescent, le jeune adulte et l'adulte plus mûr d'aujourd'hui. Ils se sentent aussi impuissants que peut l'être un petit, aussi démuni et sans aucune capacité à avoir un impact sur leur vie. Il peut également exister un manque de frontières intérieures entre les différents domaines de la vie, la sphère privée, familiale, amicale, amoureuse et ceux de la sphère sociale et professionnelle. Ce manque n'induit une fois encore que de la confusion dans les sentiments, les pensées, les émotions, les attentes et les comportements, pas toujours adaptés. Je donnerai un exemple simple et très fréquent. Confondre les besoins sexuels, physiques, et les besoins émotionnels, l'affectivité. Confondre systématiquement la sexualité et l'amour. Bien sûr, les deux coexistent dans l'amour authentique, mais dans le cas de ces patients, cette confusion est particulièrement dommageable. J'avais un patient qui croyait sincèrement être amoureux de chaque femme avec laquelle il avait des relations sexuelles. Et elles étaient nombreuses. « J'adore les femmes, je les aime », disait-il souvent. Mais il ne savait même pas en aimer une. Quant aux femmes qui se persuadent qu'elles aiment un homme dès leur première nuit partagée et que sans doute elles sont aimées de cet homme, elles sont pléthores. J'ai souvent rencontré des patients qui confondaient aussi leur puissance interne et leur musculature, qu'ils entretenaient avec une belle persévérance afin de masquer ce qu'ils appelaient leur faiblesse, entendez, leur sensibilité. Combien de parents confondent encore la sévérité avec l'autorité, la responsabilité n'ayant pas installé de frontières entre leur désir de pouvoir sur l'autre et leur puissance personnelle, qui sans doute leur manque. L'écologie psychique demande des ponts et des routes, des moyens d'accès entre tous les aspects de soi et du temps, des ponts ou des routes qui relient les frontières entre elles. D'accès aisé, ils permettent de faire cesser toutes ces confusions qui ont contribué à installer le brouillard interne. Le thérapeute est là pour aider les patients à construire ces frontières et ces ponts.
tout comme il est là pour les aider à transformer les murs intérieurs en frontières perméables. Car lorsqu'il s'agit de véritables murs, il est impossible d'avoir accès à ses croyances ou à ses pensées, à ses émotions, à ses sentiments et à sa mémoire aussi. De nombreux patients disent ne pas se souvenir de leurs premières années, de ne pas avoir de souvenirs d'enfance, parfois jusqu'à 10 ou 12 ans. Leur passé est emmuré, tout comme le sont les émotions liées à ces années d'amnésie. Si à un moment, les remparts sont de bonne et utile protection, ils finissent par isoler, de soi-même en premier lieu. Ces patients souffrent d'un isolement intérieur qui les empêche aujourd'hui de contacter les différentes composantes de leur personnalité. C'est pourquoi la plupart d'entre eux parlent du grand vide qu'ils ressentent en eux. C'est ce que vivent les dépendants affectifs pathologiques. Tout un monde à découvrir, les émotions. Tout un monde en effet, car les émotions sont nombreuses, parfois très subtiles, très parlantes. Tout un monde à découvrir par pans successifs. Vous sentez-vous coupable ? Demandez-vous quelle valeur importante pour vous a été trahie ? En quoi vous avez été infidèle à vous-même ? Vous sentez-vous triste ? Interrogez-vous sur ce qui vous manque. Ressentez-vous de la peur ? Demandez-vous ce que vous craignez. De la déception ? Demandez-vous si vos attentes étaient réalistes et appropriées. Toutes nos émotions ont des choses très importantes à nous dire. Or, nous vivons dans une société où l'on nous demande de les refouler, de les enfouir si profondément qu'elles seront oubliées. Exception faite, bien entendu, de celles qui sont autorisées. La joie, le désir, la fierté, le plaisir. Mais que sont nos émotions devenues ? Les enfouir est bien inutile et inconséquent. Elles demeurent en nous, et telles des rivières souterraines qui, muettes, suivent leur chemin, elles finissent toujours par ressortir. Il ne sert à rien de les refuser. Elles représentent la vie qui est en nous. Même privé de ses facultés mentales, un être humain est capable de ressentir des émotions. Même perdu dans le coma, il demeure réceptif à l'expression de l'attachement. Une caresse sur la main dessine un faible sourire sur son visage. Les yeux fermés, il se tourne vers la personne assise en silence auprès de lui. Et qu'avons-nous besoin de femmes et d'hommes qui ne vont bien que grâce à la chimie, alors qu'ils sont anxieux et dépressifs ? Et qu'avons-nous besoin de robots à figure humaine aux émotions anesthésiées par le conformisme ? Imaginez un bref instant un enfant qui ne sourirait plus. Pour aider le patient à installer des frontières perméables intérieures, le thérapeute peut proposer une métaphore. Chaque domaine, émotion, croyance, pensée, aspiration, composante du temps, enfance, adolescence, différents rôles et fonctions, etc., peut être représenté par une image. Il peut s'agir d'une pièce d'une maison, d'une étagère de bibliothèque ou d'une salle d'archives où tout est accessible. Puis, les frontières elles-mêmes sont représentées sous forme de portes et ou de fenêtres où l'on peut évidemment ouvrir ou toute autre représentation visuelle provenant de l'imaginaire du patient. Comme s'il s'agissait de voisins, ce sont les parties de soi qui se connaissent, se respectent, même s'ils ne sont pas toujours du même avis, qui sont capables de s'exprimer et d'interagir. Ainsi, le patient parvient plus facilement à comprendre l'origine de ses émotions, toujours liées à un événement vécu, en s'interrogeant sur le message qu'elle lui communique. Attentif à ce message, il saura comment agir en tenant compte de ce que cette émotion lui apprend sur lui. Grâce à cette imagerie mentale, il lui sera désormais possible, par exemple, de repérer des émotions qui appartiennent au passé et ne sont plus d'actualité. Il pourra comprendre la contradiction interne qui souvent le met en confusion, tout comme il sera en mesure d'apprécier, outre la réalité de sa complexité intérieure, le bien fondé des éléments qui le composent, leur utilité et leur nécessité. Même si les comportements que certains génèrent ne lui conviennent pas ou plus, il pourra en identifier la fonction et tout en la respectant, imaginer d'autres moyens de la satisfaire. Car toutes les composantes de l'être humain ont une raison d'être, une fonction qu'il est essentiel de connaître, de comprendre. Cette étape permet surtout au patient de prendre conscience de sa richesse intérieure, lui qui ne ressentait que du vide. Développer l'estime de soi. L'estime de soi ne peut exister que si l'on se connaît. Comment pourrais-je aimer un livre que je n'aurais pas lu ? C'est pour cette raison que cet aspect du travail thérapeutique, mieux se connaître, est essentiel. Car sur quoi développer une estime de soi tant que l'on se sent vide ? Puisque l'estime de soi et le respect que l'on se porte sont inséparables l'une de l'autre, il faut bien que les patients aient acquis de bonnes raisons de s'apprécier. Lorsqu'ils se connaissent mieux, ils commencent à entrevoir ce dont ils ont réellement besoin. Sortis de leur ignorance sur eux-mêmes, ils abordent cette phase de retrouvailles avec espoir. Même s'ils restent encore un peu sceptiques sur ce droit au respect de ce qu'ils sont,
même s'ils ne sont pas encore très sûrs de leur valeur personnelle. Ils sont déjà très soulagés de savoir que cela leur est permis et que pour acquérir de l'estime de soi, il convient de savoir définir ce soi unique qu'est tout être humain. Un soi certes imparfait, mais un soi avec qui vivre en harmonie. Tu es plein de secrets que tu appelles moi, disait Paul Valéry. Il est temps de les découvrir au lieu de souhaiter être quelqu'un d'autre. Acquérir la capacité de se définir, de décrire qui l'on est en toute lucidité représente une avancée fondamentale. Connaître ses compétences, ses capacités permet de développer une meilleure confiance en soi, tout en admettant aussi ses limites. Nul être au monde ne peut posséder tous les savoir-faire, c'est rigoureusement impossible. Même si au fil du temps, certains peuvent s'apprendre ou être perfectionnés. Au cours de cette recherche, le sentiment d'impuissance généralisée diminue, d'autant plus que le thérapeute peut inciter les patients à reconnaître qu'ils peuvent se montrer efficaces de bien des façons pour les autres. Pourquoi alors ne pas mettre en œuvre leurs nombreux talents pour eux-mêmes ? Pourquoi aller continuer à croire qu'ils ne dépendent que des autres ? La confiance en soi commence à s'installer sur son socle solide en découvrant tous les savoir-faire qui ont été mis en œuvre au service d'autrui. Quand ce n'est pas, cerise sur le gâteau, une ébauche de fierté qui les gagne au regard de ce qu'ils ont été capables de faire. Cette prise de conscience est très bénéfique et permet au fil des séances de construire un sentiment de soi de plus en plus positif. Les patients perçoivent qu'ils possèdent eux aussi une puissance personnelle qu'ils pourront utiliser pour eux. L'échec ne sera plus leur terreur, pas plus que le jugement d'autrui. Ils savent désormais qu'ils peuvent s'appuyer sur des compétences bien réelles. L'installation de la confiance en soi précède celle de l'estime de soi qui pourra s'enraciner dans ce terreau de bonne qualité. Progressivement, les patients vont poser sur ce qu'ils sont et non sur ce qu'ils savent faire un regard à la fois lucide et bienveillant. Les découvertes vont se succéder à vive allure avec le même plaisir que s'ils apprenaient à connaître une personne qu'ils ne connaissaient pas et qui leur plaît de plus en plus. Ses goûts, ses centres d'intérêt, ses aspirations, ses pensées, ses émotions, ses désirs et ses besoins. Ce qui n'empêche pas au passage de relever des traits de personnalité peut-être moins plaisants et de les accepter car ils font partie d'eux-mêmes tout autant que leurs qualités. Et comment pourraient-ils comprendre et être en mesure d'analyser ce qui est en pleine lumière lorsqu'ils ignorent ce qui se trouve dans les zones d'ombre ? Au cours de la thérapie, le thérapeute aide ainsi les patients à se rapprocher d'eux-mêmes, à se rencontrer comme on peut retrouver un ami perdu de vue depuis très longtemps. Il ne s'agit pas de s'encenser, mais bien plutôt de rechercher en soi les lieux d'énergie, les forces qui nous ont permis à ces femmes et à ces hommes de survivre malgré tout, malgré des carences affectives graves, malgré des traumatismes dont d'autres auraient pu mourir de dégoût de la vie. Car même s'ils sont en dépression, ce qu'ils ont déjà appris sur eux, ce qu'ils pressentent en eux, les tire vers la sortie de ce trop long tunnel. Il est donc davantage question d'une recherche de cohérence avec soi-même, de fidélité à soi et à ses plus profondes aspirations. Le désir d'être aimé est on ne peut plus humain, mais pas à n'importe quel prix. C'est ce prix à payer qui est alors remis sérieusement en question. L'amour se donne, il ne se monnaie pas. Comme il peut se refuser, il faut pouvoir l'accepter en comprenant que l'on peut être très aimable et pas aimé par telle ou telle personne. Ce nouveau regard sur soi va le permettre et l'approbation des autres ne servira plus de prothèse à l'estime de soi. Ce ne sera plus nécessaire ou plus du tout dans les mêmes proportions. Les patients trouveront en eux la capacité à supporter de ne pas toujours plaire, que ce soit dans la vie privée ou professionnelle. Le désir de reconnaissance est humain, mais pas toujours exprimé. Il faudra alors se contenter de ce que l'on reçoit et combler les manques en s'octroyant à soi-même cette approbation, cette reconnaissance. La dépendance diminue, l'estime de soi se construit peu à peu. Florence fait le bilan d'une année. Le verre à moitié vide. J'ai eu la peur de ma vie, imaginant le pire, la maladie, la douleur, la solitude. Une colère, celle de ne pas être aimée, sans commentaire. Droguée de l'affect, voilà bien ce que je suis, avec parfois l'impression d'avoir jeté mon orgueil avec l'eau du bain. Un transgène que je porte dans mon ADN, issu d'un croisement avec une serpillière. Ce sentiment de ne pas avancer, que toute ma vie sera comme cela, une page blanche que je n'arrive pas à noircir, une errance. Toujours pas vraiment convaincue d'être totalement aimable, un paradoxe. Trop de retour en arrière, une vision sévère de mon éducation qui ne m'a pas laissé assez d'autonomie, une personnalité trop écrasée par les desiderata de ma mère.
trop soumise à sa volonté. Et voilà donc la personne que je suis devenue, en retard sur les autres. Parce que sinon, bien sûr, ma vie aurait été tout autre. J'aurais été une guerrière, une battante, une mineuse. Voilà qui donne en sous-impression une idée de la loseuse que je ne me figurais être. Trop de nombrilisme. En même temps, je n'ai pas vraiment d'autres directions vers lesquelles regarder. Trop feignante, je me laisse vivre. Attendre à la facilité, il me semble qu'on tend à la médiocrité. Plus d'exigence intellectuelle, une grosse flemme. Verre à moitié plein. Je me suis réconciliée avec mon corps. Après mon opération du rein, j'ai pris conscience que je pouvais lui faire confiance. Une libération. On s'entend bien mieux, lui et moi. Je commence à penser que je suis quelqu'un de bien, selon mes valeurs, mon intégrité. Oui, je mérite de bonnes choses. Oui, je suis quelqu'un de bien. Une grande année de voyage. Un retour à New York glacé. Mon fétiche, My City. Un retour printanier à Madrid. Hola, guapa. Un été au soleil. Un automne asiatique. La découverte du raffinement japonais. L'Asie. Une vision différente du monde. Un enchantement. Une année de rencontres. Deux histoires un peu similaires, mais avec des hommes différents. Cela change. Cela fait avancer. Cela marque au stabilo les erreurs à éviter. Du sexe. Ça fait aussi du bien, malgré tout, au moral. Le soi et le soi idéal. Les dépendants affectifs pathologiques se sont longtemps détestés de ne pas correspondre à leur soi idéal, de ne jamais atteindre l'idéal grandiose que leur fantasme avait forgé en ignorant que les rêves n'étaient pas toujours adaptés à la réalité. Idéal grandiose de perfection en tout, aspiration tout aussi irréaliste qu'irréalisable. Alors, bien évidemment, l'écart entre ce qu'ils croyaient être et ce qu'ils auraient désiré être ne les autorisait qu'à se rejeter eux-mêmes. Tout comme par projection, ils ne pouvaient qu'imaginer le rejet par les autres. C'est ce qui arrive lorsque le soi idéal relève de l'utopie, ce pays où l'on n'arrive jamais. S'il est on ne peut plus louable de vouloir se perfectionner, évoluer, il est illusoire de vouloir se parer de toutes les qualités, de toutes les vertus. Il est préférable de s'évaluer avec lucidité, avec les qualités et les immanquables défauts et limites de la condition humaine. Comment d'ailleurs être en mesure de repousser des limites si nous ne les connaissons pas ? Comment pourrais-je déterminer ce qui est bon ou pas pour moi si je ne sais pas ce qui me convient ? Si je n'ai pas accès à mon identité profonde, comment saurais-je découvrir ce qu'il y a de bon en l'autre si je ne reconnais pas ce qui est bon pour moi ? Si l'idéal de soi représente un bon aiguillon pour se motiver à avancer, à faire vivre ce qui existe en soi, il ne doit pas servir de référence pour se juger négativement. Je peux dire « je veux développer cette qualité », mais pas « je n'y parviendrai jamais », sauf, j'insiste, s'il s'agit d'une ressource que je ne possède pas du tout et qui ne correspond en rien à ma possibilité. Je ne peux pas devenir quelqu'un d'autre et c'est très bien. Les différences interpersonnelles ne peuvent qu'enrichir les relations. La vie serait bien ennuyeuse si nous n'étions pas uniques. Mieux vaut alors s'en accommoder et s'appuyer sur ses ressources, celles en qui nous pouvons avoir confiance. Mieux les patients se connaissent, plus ils savent ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent, ce qu'ils souhaitent. Moins ils subissent les autres. Ils cessent de répéter encore et encore ce passé qu'ils tentaient, mais en vain de fuir en quête d'amour. Car chemin faisant vers l'estime de soi, ils comprennent que pour se montrer loyaux envers eux-mêmes, respectueux d'eux-mêmes, ce qui leur évitera bien des culpabilités existentielles, comme nous l'avons vu, ils doivent être à l'écoute d'eux-mêmes. Tout comme ils apprennent qu'ils ne pourront plus, tels des girouettes, changer d'avis sur eux selon qu'ils seront ou non appréciés par l'autre. Ils savent que le très humain désir d'approbation et de reconnaissance ne doit plus tenir les rênes de leurs émotions, décisions, comportements, et qu'il est plus important de tenir compte d'eux-mêmes en premier lieu. Ils savent depuis bien longtemps que le désir de plaire à tout prix est un très mauvais conseiller. Leur estime de soi allant croissant, leurs anciennes croyances porteuses de rejet et de mépris de ce qu'ils sont ne sont plus aux commandes. Les patients ne cherchent plus à confirmer qu'ils n'ont pas de valeur, ils quittent les prédictions autoréalisatrices qui les confortaient dans le désamour d'eux-mêmes. Ne se détestant plus, ils vont commencer à vérifier, grâce à des comportements différents et à un autre mode de communication, que le monde, les autres, ne leur sont pas hostiles. La honte de n'être que ce qu'ils sont, la culpabilité de n'être pas parfait s'éloignent dans les brumes du passé. Croyant davantage en eux, ils s'autorisent enfin à entrer en contact avec leurs désirs, leurs souhaits et à en tenir compte. S'appréciant tels qu'ils sont, sans idée de grandiosité, ils savent qu'ils sont capables de prendre des décisions en se prenant en compte et de s'y tenir.
de faire des choix sans les regretter, de soutenir une discussion sans se perdre dans l'autre, de prendre parti pour eux-mêmes lorsque c'est nécessaire, d'accepter les critiques quand elles sont fondées et les désaccords. Le sentiment de leur valeur personnelle va se développer après chaque victoire, chaque succès, et il ne s'effondrera pas devant l'erreur ou l'échec. Le bonheur des autres, s'il peut continuer à faire partie des préoccupations des anciens dépendants affectifs pathologiques, n'est plus une obsession, plus qu'ils ont abandonné au cours de la thérapie le perpétuel besoin de reconnaissance par les autres. Leur propre approbation, lorsqu'elle est justifiée, leur suffit. Elle conforte régulièrement l'estime de soi. Il n'est plus nécessaire de se voiler la face, de se mentir à soi-même ou de tenter de se justifier aux yeux des autres. La spontanéité reprend ses droits. Surtout, les patients découvrent, sans trop vouloir y croire dans les débuts, que la bonne relation qu'ils entretiennent avec eux-mêmes, ayant pris conscience de leur richesse en tant qu'être, leur permet d'apprécier les moments où ils sont seuls, de trouver du plaisir et de se retrouver seuls avec eux-mêmes. Un plaisir certain même de s'accepter tels qu'ils sont, sans se dévaloriser et sans hypertrophie du moi. Ce que je qualifie de boursouflure de l'ego, qui est paradoxalement le fait des personnes souffrant d'une grave complexe d'infériorité. Ces patients savent désormais admettre et assumer leurs désirs et leurs besoins. Confiants en leur puissance personnelle, ils peuvent décider que leur mission sur Terre n'est plus de s'aliéner dans les désirs des autres. L'exploration clairvoyante de leur véritable personnalité les mène progressivement vers l'intégrité vis-à-vis d'eux-mêmes. Loyauté, cohérence, intégrité, 3 valeurs existentielles essentielles pour s'accepter et se motiver à se construire la meilleure vie possible. 3 valeurs découlant directement d'une estime de soi solide, même si elle peut varier parfois selon ce que l'on est en train de vivre. Les amplitudes de ces variations ne seront pas très grandes car le sentiment bien intégré de sa propre valeur personnelle constitue un rempart puissant contre l'effondrement. Même dans la tourmente, la liberté de penser et de ressentir par soi-même demeure, tout comme l'idée que l'on est précieux d'abord à ses propres yeux et que notre devoir est de savoir nous protéger, nous ménager. Du nécessaire égoïsme. Au nombre des objections entendues au cours de ces thérapies, la plus fréquente est « mais je vais devenir égoïste, c'est impossible ». Pourtant, il peut être très utile et nécessaire de le devenir. S'occuper de soi, savoir se ménager et se protéger, écouter ses émotions et en tenir compte, connaître ses besoins et ses désirs et chercher à les satisfaire lorsque c'est possible, représente sans doute des attitudes et des comportements que l'on pourrait qualifier d'égoïstes, dans le bon sens du terme. Car si le fait de respecter son intégrité et sa loyauté envers soi-même est égoïste, soyons égoïstes. Si la fidélité à ce que l'on est au plus profond de soi est égoïste, soyons égoïstes. Il convient de parvenir à bien déterminer ce que l'on peut faire pour l'autre sans se trahir soi-même, sans frôler la limite qui engendrerait de la colère contre l'autre, qui n'y serait pour rien. Pourquoi faudrait-il accorder davantage de valeur aux autres qu'à soi-même? Pourquoi faudrait-il accorder davantage de valeur aux désirs des autres qu'aux siens? À quel titre? Au nom de quoi? Serions-nous moins importants que les autres? En quoi? Pourquoi? L'abnégation a duré trop longtemps. Qu'a-t-elle rapporté? Du malheur et de la colère à l'égard des autres, justement. Serait-il impossible de s'occuper de soi et des autres? S'attacher à ses priorités, à ses propres besoins et aspirations, empêcherait-il de prendre en compte ceux des autres? Mon expérience m'a toujours démontré que l'on ne peut vraiment apporter quelque chose aux autres que dans la mesure où l'on sait se respecter soi-même. L'estime de soi n'a rien à voir avec l'égocentrisme. Elle n'exclut pas l'autre, tout au contraire. Elle autorise un savoir-vivre avec, de bonne qualité. Toutes ces idées nouvelles pour les patients, tous ces savoir-faire et savoir-être ne s'acquièrent pas en un jour. Si intellectuellement ils sont assimilés relativement facilement, il faudra du temps avant qu'ils ne soient définitivement intégrés et mis en œuvre. Je dis relativement car ces patients opposent souvent de nombreuses objections à ces changements de regard sur eux-mêmes. Leurs arguments s'appuient sur leurs expériences d'échecs répétés, à la fois dans leurs relations avec eux-mêmes et avec les autres, ce qui est normal. La patience est un aspect très important de leur accompagnement vers cette forme de libération. Les barrages érigés non seulement sont solides, mais ils ont été renforcés au cours de leur vie passée. Le manque de frontières entre le sentiment de soi et les problèmes fait que ces patients ne sont trop longtemps confondus avec ces derniers. Comme s'ils n'étaient que des problèmes et non des êtres humains ayant des problèmes à résoudre. Il est alors question de porter un autre regard sur soi.
Par le passé, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, persuadés qu'il leur était impossible d'agir autrement. Au lieu de continuer à s'en vouloir, il leur est proposé de se considérer avec tolérance et bienveillance, car cette réhabilitation est un passage nécessaire vers l'acceptation de soi, de tout ce qui les constitue. Cette étape franchie, ils savent qu'ils doivent, quoi qu'il puisse arriver, demeurer fidèles à eux-mêmes afin d'éviter de retrouver leur vieil ennemi, le désamour. Pour s'aimer soi-même, il est indispensable de se comporter de manière à s'admirer soi-même. C'est ce qu'ils apprennent en consolidant leur estime de soi. Ils prennent ainsi conscience qu'il ne suffit pas d'avoir des désirs, la volonté de les prendre en charge, au moins en partie, est tout aussi nécessaire. Ils ne sont plus des enfants en perpétuelle et vaine demande, mais des adultes qui savent compter sur eux. La volonté et le désir s'unissent pour faire des choix, bâtir des projets, construire leur présent au jour le jour et l'avenir. Lorsque le socle de l'estime de soi est consolidé, la dépendance affective est amoindrie, la relation avec soi-même améliorée. Les patients peuvent alors apprendre à construire de meilleures relations avec les autres. Au cours de l'apprentissage précédent, les patients ont pu découvrir l'autocompassion, l'indulgence à leur égard et l'acceptation de ce qu'ils sont, avec ce qu'ils peuvent apprécier en eux et ce qu'ils aiment moins. Ayant renoncé à la perfection, ils sont désormais en mesure de tolérer l'imperfection des autres, d'être moins exigeants vis-à-vis d'eux, d'autant plus que leurs attentes ne sont plus les mêmes. Ayant admis leurs faiblesses, leur vulnérabilité liée à leur humanité, ils les admettent plus volontiers chez autrui. Ils ont compris que leur bonheur est d'abord en leurs propres mains et que les autres ne peuvent qu'y contribuer. Débarrassés du lourd fardeau de cette obligation de les rendre heureux, ces autres vont enfin pouvoir bénéficier d'un regard plus objectif sur ce qu'ils sont et ce qu'ils sont en mesure d'apporter, qui ne sera en aucun cas indu. Les patients apprennent à renoncer à des idées et des croyances qu'ils quittent parfois très difficilement. Le temps est venu de renoncer à quelques illusions qui n'entraînaient que de graves désenchantements, comme celle dont l'abandon est douloureux, qui voudrait que l'on soit totalement compris par la personne qui nous aime, même celle qui nous aime vraiment beaucoup. C'est une illusion car il est, nous l'avons vu, rigoureusement impossible de se mettre complètement à la place de l'autre. Bien sûr, ceux qui nous aiment ont compris beaucoup de choses sur nous, nous connaissent souvent très bien, mais cette compréhension, cette connaissance ne seront jamais totales. C'est ainsi, même nos parents, même nos compagnes et les compagnons de vie, même nos meilleurs amis ne nous comprendront jamais comme nous le souhaiterions. C'est bien pourquoi, étant les seuls à nous connaître réellement en profondeur, il est essentiel de demeurer fidèle à soi-même. Personne ne nous connaissant mieux que nous, personne ne peut nous dicter de façon péremptoire nos choix, nos décisions, nos comportements et encore moins nos pensées ou nos sentiments. Nous pouvons demander les conseils, les écouter, y réfléchir. Mais en dernier lieu, c'est nous qui décidons, choisissons. C'est nous qui agissons, pensons et ressentons. Même si nous préférons suivre les avis d'une personne que nous trouvons habilitée à nous en donner, notre espace de décision est malgré tout préservé. Il s'agit de nous, de notre vie, et personne, en dépit de toute sa meilleure volonté, ne peut nous contraindre à quoi que ce soit concernant notre vie. Car c'est nous qui déterminons quel sens nous donnons à ce qui se passe. C'est nous et nous seuls qui déterminons l'importance que nous attribuons aux situations que nous vivons. C'est nous qui, seuls, connaissons nos priorités. Bien évidemment, personne n'a réponse à tout et il est souvent conseillé de faire appel à des experts qui sauront nous guider. L'idée ou le désir d'une autonomie totale n'est qu'une utopie et surtout le reflet d'une psychorigidité. Nous avons besoin des autres. Cependant, c'est notre choix de faire appel à eux, ils n'ont rien à imposer. Une dépendance infantile à des figures d'autorité, donc surtout à des valeurs parentales, n'a plus à guider les adultes. Il est urgent de renoncer à ce que les parents comprennent totalement leurs enfants. Cela n'adviendra sans doute jamais. Il est illusoire aussi d'attendre de parents possessifs, surprotecteurs et contrôlants qu'ils acceptent que leurs enfants prennent leur envol pour vivre à leur guise. Tout comme il est indispensable de cesser de croire que les parents connaissent leurs enfants mieux que ces derniers. Si cette illusion est très rassurante pour des enfants, elle l'est déjà moins pour des adolescents et tout à fait obsolète pour des adultes. Comme il est illusoire et infantile aussi de croire que les parents vont changer pour devenir enfin ce que leurs enfants voudraient qu'ils soient. En règle générale, il est préférable de renoncer à tout projet de changement sur l'autre ou les autres. Oksana, 37 ans, s'adresse à sa mère. « Maman, j'essaie de te trouver des circonstances atténuantes. Toutes les mères font des erreurs.
Les tiennes ne sont sans doute pas pires que les autres. Or, si ma mémoire a parfois effacé la trace de ma colère à ton égard, des faits toujours renouvelés viennent raviver cette colère qui devrait pourtant, depuis le temps, être rangée dans un tiroir poussiéreux. Ainsi, je t'ai eu au téléphone 3 minutes aujourd'hui et tu boudais. Tu boudais comme tu as souvent boudé quand tu n'étais pas contente de mon attitude car je ne t'ai pas donné de nouvelles depuis 4 jours. Tu me disais, je ne suis pas contente de ce que tu es, de ce que tu fais, alors je boude pour que tu sois ce que je voudrais que tu sois. Tu veux encore me changer alors que moi je fais des efforts pour accepter que tu ne changeras jamais. Tu n'aimes pas ce que je suis, c'est affreusement douloureux, vexant et injuste. Mon adolescence a été une lutte constante contre toi pour m'affirmer, pour respirer. Je devais, telle une fée, rendre ta vie soudainement merveilleuse. J'étais née pour être ta seule disposition. Tu ne t'es jamais inquiété que de toi. Tu as tenté de me modeler physiquement et intellectuellement pour être quelqu'un qui n'était pas moi. J'ai l'impression de t'avoir fait honte à toi, ma mère, toute ma vie. En fait, je rayais ma vie pour te faire plaisir. Je ne me souviens pas de tes compliments. Je me souviens de ta honte. Je n'avais pas le droit à l'erreur. Notre vie de famille ressemblait à celle d'un camp militaire. Tu as lu mon journal intime. Quand après le bac à 17 ans, j'ai voulu partir à Paris, tu m'as dit « Comment vas-tu gagner ta vie? Tu ne sais rien faire. Tu veux quoi? Te prostituer ?» Ton statut de mère suffit pour te donner raison, et c'est toujours à moi que tu demandes de te soutenir quand tu es malade alors que tu as un mari. À son sujet, tu m'as dit que tu aurais été plus heureuse si tu ne l'avais pas rencontré. Tu m'as raconté des choses que j'aurais aimé ne pas savoir. Tu t'es engueulée avec lui toute ta vie, violemment parfois. Tu sais mieux que moi ce qui me convient, tu sais mieux que moi comment mener ma propre vie. C'est dommage car c'est la mienne et je ne compte pas t'en faire cadeau. Je regrette de devoir mettre des limites à ton emprise sur ma vie, de la distance, des bornes. Je refuse d'étouffer davantage. Une autre illusion est à abandonner, celle conservée depuis la toute petite enfance qui nous porterait à croire en notre omnipotence, notre toute-puissance. Les patients ont payé très cher, émotionnellement parlant, de croire qu'il leur suffisait de se mettre au service inconditionnel des autres, de se sacrifier à eux pour recevoir de l'amour en échange. Cette croyance relève de la pensée magique de l'enfant. L'adulte doit s'en séparer pour se débarrasser d'une dépendance affective pathologique. Si les sourires du petit enfant ont pu attendrir sa mère, il n'en va plus ainsi lorsque l'on est devenu grand. Lâcher cette forme utopique de pouvoir sur l'autre permet de relativiser l'impact que l'on peut avoir sur lui. Et si nous devons respecter notre intégrité et notre cohérence, il nous faut aussi respecter l'intégrité et la cohérence des personnes qui nous entourent. Si les patients se respectent, ils se doivent de respecter les autres. Afin de briser la boucle de rétroaction négative, concept d'analyse systémique, dans le même ordre d'idées, les patients renoncent à l'illusion qu'ils peuvent avoir un contrôle total sur autrui, comme l'avaient leurs parents sur eux-mêmes. La vie relationnelle, pour être agréable, épanouie et épanouissante, se doit d'être égalitaire. Elle ne doit en aucun cas représenter une recherche de pouvoir sur ou contre quelqu'un. Cette forme d'obstination, le plus souvent pathologique, est à ce point manipulatrice qu'elle est la plupart du temps le fait des pervers narcissiques. Elle ne génère que des relations très destructrices. Même si, trop souvent, pouvoir et force de caractère sont confondus, bien à tort, la véritable force intérieure réside plutôt dans le renoncement au pouvoir et le respect de l'autre. Qu'avons-nous besoin de ce pouvoir qui ne peut en rien se comparer à de l'amitié ou à de l'amour? Sinon pour compenser un complexe d'infériorité. Un chef est un homme qui a besoin des autres, disait Paul Valéry. S'il est humain d'avoir envie d'aider et de soutenir les autres, cela n'a rien à voir avec le désir de prendre le contrôle, surtout s'il se demande et que l'on agit dans le respect de ce qu'ils sont. Il n'est pas question de chercher à les duper et à profiter de leurs faiblesses passagères, ce qui est évidemment possible si l'on n'est pas dans un rôle de sauveur. Renoncer à contrôler l'autre, c'est devenir capable de refuser de rendre un service, de dire non ou encore de se dire « ceci ne me concerne pas, je ne vais pas m'en mêler ». C'est aussi arrêter de se sentir totalement et sans cesse concerné par ce que vit l'autre, de faire les choses à sa place quand il peut très bien le faire. Renoncer à contrôler l'autre, c'est savoir se désengager de sa vie lorsqu'il ne nous demande rien. C'est alors cesser de rechercher inlassablement des marques d'approbation ou de reconnaissance. C'est quitter la dépendance et la codépendance. Il en va de même pour la notion de contrôle total sur soi. Quoique prône et espère certains, cette idée ne concerne pas l'être humain, d'autant plus qu'elle renvoie à la notion de perfection, autre illusion à lâcher définitivement. Savoir se contrôler pour vivre avec les autres de façon civilisée est une chose. Se durcir tous les muscles
pour peut-être parvenir au contrôle total sur soi n'est sûrement pas compatible avec la nécessité de flexibilité qui permettent de s'adapter aux personnes et aux situations. Incompatible aussi avec l'idée de l'être humain infaillible. C'est l'une de ses définitions. L'on en reviendrait alors aux pratiques des dépendants affectifs pathologiques qui tentaient sans cesse de museler leurs émotions, leurs pensées, leur spontanéité, ce qui correspondrait à l'inversion de l'objectif des patients. Je me souviens d'une femme qui était venue à un stage que j'animais sur les émotions. Lorsqu'elle a compris qu'il s'agissait de les accepter et de les comprendre, elle s'est levée et, prenant ses affaires, s'est dirigée vers la porte en me disant sur un ton à la fois autoritaire et empli de colère: « Moi, ce que je voulais, c'était apprendre à les contrôler totalement. Je n'ai pas ma place ici. » Sans doute les patients ont-ils déjà renoncé à cette croyance qui les persuadait que le bonheur ne peut venir que de l'autre. Il y aura toujours des limites à ce que l'on peut attendre d'autrui, et il vaut mieux prendre son bonheur en main plutôt que de le tendre vers l'autre sur un plateau, qui ne sera jamais rempli comme on le voudrait. Un être humain ne peut donner que ce qu'il a, et il n'est même pas obligé de le faire. Chacun d'entre nous a ses limites, tout comme il possède un libre arbitre. Évidemment, sachant qu'il s'agit de dépendants affectifs pathologiques, cette notion de limite à ce que l'on peut faire pour l'autre peut paraître étrange, eux qui donnaient tout à l'autre. Pourtant, leur relation à eux-mêmes étant déjà considérablement réparée, ils sont en mesure d'accéder à ce renoncement-là, si douloureux soit-il, car il les renvoie face à eux-mêmes et à leur responsabilité à leur égard. Florence. Aujourd'hui, je suis la femme seule, qui au vu des chemins torturés et tortueux que j'empruntais pourrait le rester. Qu'il est lourd le chemin que j'avais choisi. Je pensais que j'étais faite ainsi, atypique, hors norme, celle qui renvoyait aux femmes leurs conditions de mère et de compagne. J'étais la nuit au jour, je suis la lune au soleil, je suis la mère à la terre, la célibataire face au couple, la femme solitaire face à la famille. Depuis hier, j'oscille entre le rire et les larmes. Je sais qu'il me faudra me défaire de certaines choses. Le renoncement appelle la tristesse, non ? Je fais pourtant le ménage dans ma vie, dans ma tête, le vide, comme sous l'eau, partant du principe simple et efficace que tout a une place, et si cela n'en a pas, cela n'a rien à faire ici. Avec ma dernière rencontre, j'ai commis l'erreur de trop, celle qui devait faire que voilà, c'est fini, je m'arrête là, je descends ici. Je ne peux n'en prendre qu'à moi. Je ne peux plus vivre ma vie ainsi, une fille fragile dans une solide armure. Pas si solide. Alors, j'ai enfin commencé cette fameuse lettre à mon père. Cher, très cher papa, longtemps j'ai attendu que tu me regardes, que tu me vois, exister. Longtemps j'ai attendu d'exister pour toi à tes yeux, et je pourrais me demander si je n'attends pas encore. Longtemps je t'ai attendu au propre comme au figuré. J'aurais tellement voulu que tu me vois, que tu me parles, que j'existe à tes yeux comme une enfant, comme un être humain, comme ta famille. Enfant, je ne sais pas ce que je représentais pour toi. Ta fille, bien sûr. Une certaine idée de l'obligation aussi. Mais toujours dans un ordre secondaire, au second plan, sur la photo. Avoir la place qui me revenait, voilà ce que j'aurais voulu. Ma place d'enfant, ma place de fille. Pas ce qui arrivait après ton boulot, ta maîtresse. Moi, j'aurais voulu arriver après maman, simplement. Je n'existais pas beaucoup alors, quand j'étais enfant. Mais lorsque vous avez divorcé, j'ai été l'instrument du chantage, un pion sur le jeu d'échecs. Et j'ai encore moins existé pour moi. J'existais pour vous. Alors l'absence, le silence, l'homme occupé, l'homme pas disponible, autant de signes que je reconnais tellement bien. Un vrai détecteur. Qu'on me mette dans une salle avec 50 hommes, je serai attiré par celui qui sera en main. Pour mon malheur. Alors, pour exister aux yeux des hommes, j'ai eu besoin d'attirer sur moi le regard, de provoquer, de ne pas baisser les yeux. Qu'est-ce qui attire le plus le regard d'un homme chez une femme ? Sinon la sensualité, la sexualité. Et j'ai confondu les choses. Je me suis dit que l'homme qui me regarde est un homme qui m'aime. Sans comprendre vraiment qu'un homme qui me regarde, c'est simplement un homme qui a envie de moi. Pas plus, pas moins. J'ai confondu. Je me suis dit qu'un homme qui me regardait était un homme pour qui j'existais. Alors, j'ai existé, moi, dans les yeux de cet homme. Un instant, un court instant. Et puis... Et si je ne me défais pas de ce nœud, je n'avancerai pas. Je n'avancerai plus. Ne pas défaire le lien... Ne pas me défaire de cet état, de cette façon de faire, c'est renoncer à une nouvelle histoire d'amour. Une belle, saine histoire d'amour. Aujourd'hui, j'ai le choix. Le choix de rester à vivre ces échecs, ces histoires finies avant d'avoir débuté. Le choix de continuer à m'écorcher pour des raisons qui ne sont plus tout à fait les miennes. Parce qu'à un moment donné, dans ma vie de petite fille, je n'ai pas existé dans la vie, papa.
Ou alors je choisis le côté de la lumière, je choisis de ne plus attendre d'exister pour un homme, pour être la première dans le cœur de cet homme, pour ne plus accepter d'être la énième, mais bien d'être la première, la seule. Je suis quelqu'un de bien, j'ai choisi d'être aimée pour ce que je suis, pour celle que je suis, je fais le choix de ne plus attendre. Il convient aussi de renoncer à certaines attentes impossibles à satisfaire. Les déceptions seront moins intenses, elles ne précéderont plus la rancune, la frustration et la colère. Ainsi, les attentes vont être revues à la baisse. Elles seront plus facilement satisfaites car plus adaptées à chaque personne. L'étayage sur ses parents est normal tout au long de l'enfance. L'étayage sur l'autre n'est plus de mise dans le monde des adultes. Sinon, c'est cet autre qui est encore et toujours fautif, responsable des problèmes. Ce qui est parfois vrai, mais à bien y regarder très rarement. Pour parvenir à ce renoncement, certains deuils s'avèrent nécessaires ou à terminer. Ce qui signifie accepter la réalité. Deuil de la mère idéale, du père idéal, de la famille idéale, du conjoint idéal, de l'ami idéal. Pour y parvenir, prenons l'exemple de la mère idéale, je demande aux patients de réfléchir aux qualités et aux comportements qu'aurait eu une mère idéale. Puis, de chercher en eux-mêmes s'ils possèdent ces qualités, s'ils sont capables d'avoir ces comportements. Le plus souvent, les réponses sont positives. Après cette clarification, les patients sont invités à mettre en œuvre l'ensemble de ces ressources, puisqu'elles existent pour devenir une bonne mère vis-à-vis d'eux-mêmes et s'apporter ce dont ils ont besoin. Cessez de le chercher ailleurs et d'être constamment déçus. Cessez de le rechercher chez ses amis, son partenaire, ses enfants, qui bien trop souvent portent les attentes de leurs parents, de leurs grands-parents, dans une chaîne malsaine entretenue depuis des générations. D'autant plus qu'un enfant n'est pas une assurance contre la solitude ni la souffrance. Apprendre à être pour soi une bonne mère et un bon père est une étape essentielle de la thérapie. Ainsi, les personnes faisant partie de l'environnement humain des patients sont acceptées, bien qu'imparfaites, et n'en sont plus idéalisées. Savoir que l'on ne peut pas tout attendre des autres, qu'ils ont eux aussi leurs limites, qu'ils ne possèdent pas de réponse à tous nos problèmes, génère un apprentissage. L'acceptation de la frustration qui fait aussi partie de la condition de l'être humain. C'est ce que l'on apprend dès la petite enfance. D'autant plus qu'il est impossible de concevoir une vie exempte de la moindre difficulté de chagrin, entre deux périodes d'intense satisfaction et de joie. Le thérapeute, conscient des fréquents dilemmes vécus par les patients, se doit de les guider vers l'acceptation de la nécessaire tolérance non seulement à la frustration, mais à la souffrance. L'objectif de la thérapie n'étant pas, ce qui est expliqué dès le début, d'être heureux tout le temps, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais de récupérer sa puissance personnelle. Lors de l'expérimentation de ces changements d'attitude, les patients peuvent être pris de doutes quant à leur réelle motivation. Consciemment, ils sont pleinement désireux de ces importants changements, tandis qu'inconsciemment, l'espoir de prolonger l'immaturité affective risque de persister. Devenir responsable de sa vie peut encore faire très peur. Le thérapeute doit se montrer très attentif et leur rappeler que la culpabilité existentielle naît de l'omission, coupable de ce qu'on n'a pas fait de sa vie. Il leur rappelle les gaffes qu'ils vivaient avant d'entreprendre avec un beau courage leur thérapie. Il rassure régulièrement les patients sur l'importance de ce nécessaire travail, sur les nombreux avantages qu'ils retireront de ces renoncements successifs. Il les informe des dangers des prophéties dévalorisantes. Je n'y arriverai jamais, ce n'est pas pour moi. Prophéties autoréalisatrices qui les ont tant fait souffrir par le passé. Séance après séance, ce travail thérapeutique les renvoie à une réalité qu'ils avaient depuis si longtemps bannie ou ignorée. L'obligation de se comporter et de compter que sur eux, de renoncer désormais à leur sentiment d'impuissance, à l'apitoiement sur eux. Encore des renoncements. Pourtant, grâce à eux, de nouveaux possibles apparaissent dans le ciel bien couvert qu'était le leur. Un autre renoncement, ô combien pénible, est à faire. Il s'agit d'abandonner la croyance selon laquelle leur mission sur Terre est de faire le bonheur des autres. Tout comme ils ont lâché l'illusion que leur bonheur ne pouvait venir que de l'extérieur, il faut prendre le temps d'expliquer que, tout comme eux, autrui est responsable de son propre bonheur et que l'on ne peut y participer s'il en exprime le désir, mais que sa demande constitue la limite de ce qu'ils peuvent accomplir pour eux. Mais alors ma vie deviendra inutile. Ainsi peut se résumer la panique que ce renoncement implique, car être inutile est un besoin consubstantiel chez les dépendants affectifs pathologiques, être utile. Or, il ne s'agit pas de cesser de l'être,
mais d'apprendre à l'être à bon escient et en réponse à une demande, tout simplement pour éviter d'être intrusif comme peut l'être un sauveur. Apprendre à être réellement utile tout en restant fidèle à soi-même, sans mettre dans l'ombre ses propres besoins. La générosité, la sollicitude, l'empathie et la compassion sont de belles valeurs. Il serait bien dommage de les gâcher par excès ou par désir de possession de l'autre. Ne dit-on pas qu'il est préférable d'apprendre à pécher plutôt que de pécher à la place de l'autre ? Prière, Gestalt de Fritz Perl. Je m'occupe de mes affaires et tu t'occupes de tes affaires. Je ne suis pas dans ce monde pour satisfaire tes attentes. Tu n'es pas dans ce monde pour satisfaire les miennes. Tu es toi et je suis moi. Si par chance nous nous trouvons mutuellement, c'est merveilleux. Sinon, nous n'y pouvons rien. J'en arrive maintenant aux renoncements les plus douloureux, liés à celui de plaire et qui débouchent sur la terreur d'être peut-être moins aimé si l'on ose enfin quitter les oripeaux des anciens costumes endossés pour séduire, pour se conformer. Moins aimé ou pire, ne plus être aimé par certaines personnes. On pourrait se demander s'il s'agissait vraiment d'amour. Crainte de déplaire à ses parents. À la question « vont-ils moins m'aimer ?» je répondrai « s'ils vous aiment vraiment, ils vous aimeront toujours comme vous êtes. » Ils n'ont pas à désirer le contrôle sur eux en faisant miroiter une belle récompense s'ils se soumettent. Ni les parents sur leurs enfants, ni les adultes entre eux. Cela va sans dire. Crainte aussi de déplaire à ses amis, à son compagnon de vie, à son entourage, alors que l'on sait tellement bien les servir. Mais s'ils ne savent apprécier que les services, quelle est la valeur de leurs sentiments ? Et quelle est la valeur des sentiments de celui qui ne sait que se sacrifier ? Tellement de questions, tellement de peurs. Car il s'agit bien là de renoncer pour toujours à la fusion, à la dépendance affective pathologique, d'accepter de se détacher en existant, de devenir un individu à la fois séparé et relié à l'autre. Il s'agit d'un processus normal qui permet de se sentir une personne entière et complète. C'est ainsi que l'on peut acquérir l'autonomie, sachant, j'insiste, que l'indépendance totale n'existe pas. Seul ce détachement permet d'accéder à la véritable intimité avec l'autre dans le respect de l'intégrité de chacun. Car comment être intime avec quelqu'un si j'ai l'illusion qu'il fait partie de moi ? Seuls deux êtres séparés sont en mesure de se réunir, d'aller l'un vers l'autre. Ce qui est valable en amitié et en amour l'est tout autant pour les liens tissés en famille. Seule la qualité de la vie relationnelle est en mesure d'atténuer grandement la terreur de l'isolement existentiel. Seule la diffusion peut apporter cette qualité. Le désir d'être aimé est bien humain. Tout individu sur Terre est dépendant affectivement, mais le besoin de fusion totale tout le temps ne peut qu'éroder les liens jusqu'à leur disparition. À l'inverse, se sentir libre dans l'expression des attachements autorise leur approfondissement et garantit leur durée. Cette acceptation du détachement fait sourdre tant d'angoisse que le temps est une aide très précieuse. Tout se fera très lentement, très progressivement, avec des moments d'arrêt pour rassurer le patient. L'idée même de se détacher renvoie immanquablement à l'angoisse archaïque de séparation. Il faut rassurer et rassurer encore sur leur fait que l'on est mieux aimé si l'on est séparé, que l'on perd une forme de sécurité illusoire en réalité, qu'on l'on y gagne en termes de capacité à mieux vivre. Il s'agit d'entamer ce travail de renoncement qui s'apparente à un deuil, à l'acceptation de la séparation, ce qui se passe déjà lors de la naissance puis à la fin de la fusion avec sa mère. Une séparation qui ne va pas sans peine, mais qui autorisera l'apprentissage d'une solitude bien vécue. N'est-ce pas heureux de se retrouver avec son meilleur ami ? Devenir capable d'être seul avec soi-même permet un amour authentique pour l'autre. L'estime de soi est bien là. Une magnifique victoire pour les patients. Ils sont devenus leur propre mère, suffisamment bonne. L'autoparentage est un succès. Ils savent qu'ils sont aimés, qu'ils peuvent l'être. Accepter la séparation. Le détachement ne peut se faire que si l'on a su construire des frontières efficaces entre son monde intérieur et son monde extérieur. Construire des frontières extérieures. Lorsque la notion de séparation, qui n'est en rien un isolement, est bien intégrée, les patients sont aptes à reconnaître qu'ils sont différents des autres, uniques en leur singularité. Capables d'établir une nette distinction entre eux et autrui pour ne plus se diluer, se perdre dans ces autres. Être connecté signifie être en lien, avoir une relation. Si on n'est pas séparé, on ne peut pas se connecter. La notion de territoire est tout aussi importante chez les êtres humains que chez les animaux. Si ces derniers le marquent avec leurs odeurs, nous marquons aussi le nôtre,
très tôt dans notre histoire. La fonction de la partie du cerveau nommée cerveau reptilien, car il vient de très loin, est justement de protéger notre territoire. Il s'agit bien sûr de notre espace personnel. Le premier territoire physique étant notre corps qui n'appartient à nul autre qu'à nous-mêmes. C'est pourquoi les punitions corporelles constituent des intrusions majeures sur le corps des enfants. C'est pourquoi les attouchements sont considérés comme des viols. Depuis l'enfance, nous défendons jalousement notre lit, notre étagère, notre tiroir, notre chambre, nos affaires. Et nous avons raison. Il y va de notre sentiment de sécurité. Sans cet espace personnel, nous nous sentons en danger et pouvons très vite devenir agressifs. Ce qui explique certains comportements peu civils dans les transports en commun, où on est tassé comme des bestiaux partant à l'abattoir, ou dans un petit appartement partagé par une famille très nombreuse, ou dans des immeubles où les bruits de la vie privée des uns empiètent sur le territoire et la vie privée des autres. Il en va de même pour ce qui concerne notre histoire personnelle cognitive, psychologique et affective. Il nous faut le défendre contre toute forme d'intrusion, sans pour autant s'y réfugier dans une sorte de repli qui exclurait les contacts avec les autres et entraînerait une forme de solitude, retranchée, peu vivable. Après tout, pénétrer chez quelqu'un par infraction est puni par la loi. Nombreux sont celles et ceux qui, ayant subi un vol de radio dans leur voiture ou un cambriolage, ont le sentiment d'avoir, disent-ils, subi un viol. La protection du territoire physique relève du peu d'instinct qui nous reste. J'aimerais évoquer ici ce que j'appelle l'apprentissage de la porte fermée. Tant je suis consternée lorsque j'entends des parents me dire qu'il n'y a pas de porte à leur chambre, qu'ils demandent à leurs enfants de ne jamais fermer complètement la porte de la leur, qu'ils ne frappent pas avant d'y entrer ou bien qu'ils frappent et entrent sans attendre la permission. Autant d'intrusions relèvent du plus grand irrespect, même lorsqu'il s'agit d'enfants. Mais il a peur du noir. À quoi servent les veilleuses? À quoi servent les appareils qui permettent d'entendre pleurer le petit dans sa chambre, dans son espace? Pas plus tard qu'hier, une patiente me disait que même la porte de la salle de bain ne fermait pas, que ses parents pouvaient y entrer pendant qu'elle se douchait, sans parler de la porte des toilettes, tout comme l'impudeur et l'exhibition des corps qui déstabilisent les mêmes enfants, qui subissent ainsi de nombreuses invasions dans leur territoire sous prétexte qu'ils sont des enfants. Cependant, car ces exemples décrivent des intrusions très évidentes, il n'est pas toujours aisé de repérer les franchissements de frontières commis par les autres, comme nous ne sommes pas forcément conscients des nôtres, qui pourrait qualifier d'intrusion le simple fait de donner un conseil sans qu'il ait été demandé, qui pourrait qualifier d'intrusion le simple fait de poser certaines questions d'ordre privé parce qu'on s'inquiète et qu'on a besoin d'être rassuré. Les donneurs de leçons de morale, même déguisés, savent-ils qu'ils sont intrusifs? Avec les meilleures intentions du monde, nous risquons bien souvent d'envahir quelque peu le territoire de l'autre. En réalité, nous n'identifions ces empiètements sur notre espace personnel qu'en étant très disponibles à ce que nous ressentons. Et donc, une fois que le mal est fait, une fois que nous ressentons des émotions de l'ordre de la colère, mais sans toujours savoir vraiment pourquoi. Maintenant, vous le saurez, sans même qu'il y ait un désaccord ou un conflit, la colère peut être générée par une intrusion dans votre territoire personnel invisible. D'autant plus que l'intimité autorise souvent des entrées dans cet espace très privé. Les frontières ne sont pas toujours très claires. Dans de nombreux exemples donnés dans les parties précédentes, les différentes formes d'intrusion sont multiples. Comme cette mère qui, en cachette, met des petites annonces pour caser sa fille, ou celle qui, sans lui dire, met une annonce pour que sa fille trouve un autre travail. Et tant d'autres dans l'enfance. Beaucoup de parents désirent que leurs enfants partagent avec eux leurs espaces personnels. Tu me dis bien tout, hein, n'est-ce pas? Tu ne me caches rien, ce serait très vilain de ta part. Quand ils ne lisent pas les journaux intimes, quand ils ne mettent pas une pression insupportable pour le choix des études, voire du partenaire. Entre deux adultes recherchant la fusion, l'intrusion est constante. On se dit tout. On est la phrase type. La colère comme la révolte est nécessaire pour faire cesser toute forme d'intrusion. Défend-on son pays en s'envoyant des fleurs? La protection de notre vie privée nécessite parfois une réaction défensive pleine d'assurance et parfois de colère. D'autant plus que cette saine colère peut s'exprimer dans le plus grand calme, un calme qui trouve sa source dans la certitude d'être dans son bon droit. C'est toute notre attitude non verbale qui transmet le message. Propriété privée, défense d'entrée, sans permission. Plus les enfants grandissent et plus ils ont le droit de refuser nettement et fermement l'invasion parentale. Devenus adultes, ce refus est un devoir, parce qu'ils sont loyaux envers eux, parce qu'ils se respectent. Ils se doivent
à eux-mêmes de la refuser ou d'en fixer les limites, ou encore de l'accepter si tel est leur bon vouloir. C'est à eux de décider. Ce qui n'équivaut pas, évidemment, à une déclaration de guerre. Il n'est question ici que de protéger son espace personnel. Le but des frontières est de se protéger du monde, de ne pas être submergé par les émotions des autres et ou des situations physiquement, mentalement, émotionnellement ou spirituellement dangereuses. Comment affirmer que l'on aime quelqu'un si l'on veut lui imposer une idée ? Je trouve ton envie de partir seule au Japon très inquiétante. Tu ferais mieux d'y renoncer. Une façon de faire. Moi, à ta place, je m'y prendrais autrement. Modifier ses pensées. Tu ne peux pas penser ainsi, tu te trompes, tu ne sais pas ce que tu dis. Ce qu'il ressent. Moi, à ta place, je ne serais pas si triste. Tu as tort, tu sais. De quel droit et pour qui se prend-on ? Toute forme de contrôle sur l'autre est intrusive. Certaines personnes ont la fort désagréable manie de finir les phrases commencées par les autres, qu'elles prisent le pouvoir. Et quelle intrusion! Mais c'était juste pour l'aider et lui montrer que j'avais bien compris. Mauvaise décision. Si enfin la phrase est terminée par celui qui l'avait commencée, la vérité tombe comme un couperet. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Protéger son territoire, afin d'éviter toute atteinte à son intégrité, consiste aussi à expliquer aux personnes de son environnement proche que l'on peut avoir envie de solitude ou de silence à certains moments sans que ce soit interprété comme une bouderie ou le signe de mauvaise humeur. Cela ne signifie pas que certains de leurs comportements ne nous plaisent pas ou que certaines paroles ne nous font pas souffrir. Ce territoire personnel, psychologique, mental, émotionnel est celui de notre identité. Il représente le dernier bastion de notre moi profond. Il génère les plus grandes colères lorsqu'il est envahi. Franchement, entre nous, comment supportez-vous que des gens, même proches, se mêlent de vos affaires ? À votre avis, comment les autres supportent-ils que l'on se mêle des leurs s'ils ne demandent rien ? Les patients qui souffraient d'une dépendance affective pathologique étaient les meilleurs envahisseurs, les plus doués. Leur quête effrénée d'amour les poussait dans les derniers retranchements des autres, leurs espaces personnels. Le renoncement à la fusion et l'acceptation de la séparation vont les aider à se détourner de ce qui était chez eux extrêmement spontané et tellement intrusif. Comme ils ont appris à trier ce qui était de leur responsabilité et ce qui révélait de celle de leurs parents durant leur enfance, il leur faut maintenant déterminer clairement ce qui leur appartient et ce qui appartient à l'autre. Séparer ce qui est leur propre problème de ce qui est le problème de l'autre, ce qui est leur propre émotion de ce qui est l'émotion de l'autre, ce qui est sur leur territoire et ce qui est sur le territoire de l'autre. Marie, 32 ans, écrit à ses parents. Maman, je voudrais exprimer ma souffrance, et cela après que ces dernières semaines nous soyons arrivés à un point où nous ne pouvons plus communiquer. Je vais vous dire des choses que je ne vous ai jamais dites auparavant. Ma souffrance, dis-tu, oui, il y en a. Elle est plus précisément expliquée dans 2 lettres que je vous ai écrites il y a plus d'1 an, que je ne vous ai pas envoyées jusqu'ici pour vous ménager. Je crois qu'il est bon maintenant que vous les receviez et les lisiez. Je les ai ajoutées à cette lettre dans l'enveloppe. De la souffrance, oui. Vous m'avez volé une partie de mon enfance. Oui, parce que la situation était tellement compliquée chez vous, entre vous deux, qu'il n'y avait pas de place pour que je m'exprime, pour que je tente de nouvelles aventures, que j'aille découvrir le monde. Non, ma seule issue était de travailler. Je me répétais qu'ainsi j'aurais la paix. Vous ne m'embêteriez plus avec vos problèmes de couple, de famille. J'ai souffert, oui, j'étais dans la peur ambiante de vos réactions, je n'étais pas en confiance, je tremblais au moindre de vos pas, portant mon attention sur le son qu'allait faire la poignée du garage à votre retour, ce qui indiquait plus ou moins l'état d'esprit dans lequel vous étiez, particulièrement pour toi, maman, dont je ne savais jamais dans quel état tu étais, avec la crainte que ça n'explose à tout moment, sans savoir pourquoi. J'avais peur de faire trop de bruit, d'être vivante. Vos crises me laissaient paralysée. Je faisais tout pour ne plus faire de bruit, pour ne pas vous contrarier, me sentant obligée de rester à vos côtés parce que passer du temps avec des amis, ce n'était pas possible pour toi, maman. Surtout, interdit d'être bien ailleurs. L'extérieur était mauvais, il fallait toujours se méfier. J'ai été victime de votre système et je pense que vous avez vécu sur mon dos. Papa, jamais tu ne t'es dit que les enfants pouvaient avoir besoin d'encouragement, qu'ils pouvaient être félicités quand ils réussissaient. Nous réprimander, nous demander toujours plus, ça tu savais faire. Mais je cherche quand est-ce que tu as su nous féliciter. Je ne trouve pas. Et c'est toi ensuite qui me dis que je suis perfectionniste. On a tenté d'en parler tous les deux et de tout cela il y a 1 an. Tu m'as alors indiqué que tu avais toute confiance en moi à l'époque, que tu savais que je réussirais mes études. Mais alors pourquoi t'es-tu acharné à me baratiner avec les grandes écoles ? Combien de cauchemars ai-je fait quand une fois arrivée à T, je suis retournée en prépa parce que cette école n'était pas assez bien, qu'il fallait à nouveau tenter X, et tout cela avec la crainte de ne pas avoir une école aussi bien à nouveau.
N'as-tu pas compris que j'ai cherché ton regard, ton admiration, de la reconnaissance que je n'aurais jamais? Pourquoi ce que je faisais n'était jamais assez bien? Que de jalousie j'éprouvais quand tu étais tendre avec les cousins. Je me demandais bien ce que je devais faire pour que tu sois pareil avec moi. J'étais prête à tout pour que tu me regardes, mais j'ai le sentiment que tu semblais pas t'en rendre compte. L'éducation, c'était à la dure, sans émotion, avec comme unique objectif de vie réussir à intégrer une grande école, gage ensuite d'une vie réussie. Je n'ai pas le souvenir de vous avoir entendu dire un jour tu te marieras, ce sera un beau moment, un jour avec ton mari vous ferez le choix d'avoir des enfants. À croire que je n'ai pas le droit de mieux réussir ma vie affective que la vôtre, tout comme je n'ai pas eu la permission de mieux réussir ma vie professionnelle, de gagner plus d'argent. Maman, plutôt que de t'en réjouir, tu le vis mal. Jalousie, aimer, n'est-ce pas vouloir le meilleur pour l'autre, le sentir épanoui, indépendant? Mais effectivement, exprimer cela à vos côtés, c'était impossible. Vos disputes occupaient trop d'espace de parole, sans compter que j'étais votre otage. Quand maman venait dans ma chambre pendant des heures me raconter ses déboires conjugaux, que je n'avais pas à écouter et à entendre, et que toi, papa, tu pensais plus à toi qu'à tes enfants, que jamais tu n'as demandé à maman de me laisser tranquille. Tu ne me protégeais pas, tu t'appuyais sur moi pour arrondir tout cela. Non seulement votre fille a souffert, mais elle subit encore vos insultes, vos reproches, vos tentatives de chantage affectif. Les enfants n'ont pas à être des clones de leurs parents. Normalement, ils doivent recevoir la permission d'être différents, d'aimer et de s'épanouir ailleurs. Vous voir, me proposez-vous? Peut-être. Quand maman se contrôlera, car maintenant, je ne veux plus de ces cris d'hystérie. C'est terminé pour moi. Je demande aussi que vous arrêtiez de jouer aux victimes, que vous vous comportiez en parents responsables. Et au passage, ce n'est pas parce que vous êtes des parents que vous avez forcément raison. Il serait temps que vous reconnaissiez vos erreurs. Ce que je veux maintenant, c'est, petit 1, vous me laissez vivre ma vie d'adulte sans souhaiter contrôler ce que je fais. Je ne veux plus perdre mon énergie avec vos problèmes, vos angoisses. Cette énergie, j'en ai besoin pour construire ma vie de femme. 2. Vous ne vous comportiez plus comme des victimes. 3. Que vous reconnaissiez vos erreurs et me présentiez des excuses pour vos comportements nuisibles pendant mon enfance, car la victime c'était moi et non vous, comme vous semblez le croire. Si vous souhaitez que nous nous voyions, il va falloir que vous acceptiez mes règles. Je ne connais pas bien vos enfances, même si j'en pressens quelques éléments avec leurs conséquences dans nos vies. Je vous suis reconnaissante de m'avoir apporté le confort matériel, de m'avoir fait découvrir l'Europe, de m'avoir offert des séjours linguistiques, de m'avoir payé mes études à Paris. Cela vous intéressera peut-être de savoir que je n'ai plus de troubles alimentaires, que je mange maintenant de tout, sans crainte, sans angoisse, que j'ai retrouvé une hygiène de vie saine et stable, que j'ai des amis de qualité et surtout que je suis heureuse avec d'autant plus maintenant que nous partageons notre quotidien. Cet apprentissage ne peut exister sans rendre concrète la notion de séparation, en découvrir les conséquences dans la vie de tous les jours. Pour clarifier les territoires, le sien et celui de l'autre, il est plus facile d'en faire une image. 2 cercles reliés par un pont représentent 2 personnes, ou plutôt l'espace personnel de 2 personnes qui sont séparées et connectées. Les cercles déterminent le tracé des frontières perméables. Le lien existe toujours, tout comme la communication. Souvent, je propose aux patients d'imaginer que ces bulles possèdent une porte et des fenêtres avec des poignées à l'intérieur. Il leur appartient de se mettre au rebord de la fenêtre pour discuter avec l'autre ou d'ouvrir grand la porte pour l'inviter à partager son intimité. Une bonne relation avec soi permet de faire tout ce qui est nécessaire pour protéger son territoire. Une solide estime de soi autorise à en préciser le tracé, à le rendre clair, pour soi-même et pour les autres, afin de s'y sentir en sécurité. Comme lorsqu'il s'agissait des frontières internes. Il n'est nullement question d'ériger des murs entre soi et les autres, c'est le fait des psychopathes. Il s'agit simplement de clarifier ces frontières extérieures qui, grâce aux ouvertures, ne signifient pas l'exclusion des nécessaires nourritures affectives. Bien au contraire, elles permettent de se sentir impliqué dans la vie des autres en déterminant, en choisissant les limites de cette implication, en autorisant les désaccords, en acceptant de ne pas mettre à l'intérieur de son territoire les émotions de certains autres afin de conserver le lien affectif existant avec eux. On peut connaître des émotions d'autrui sans nécessairement les ressentir. Ce n'est pas une forme d'amour. En supprimant aussi cet étrange besoin d'avoir toujours raison, mais en refusant à autrui l'autorisation de faire des commentaires sur vous, sauf s'ils sont doutés à entendre, de vous critiquer quand vous ne leur demandez pas leur avis, ou pire, de vous faire des remarques malveillantes, portes et fenêtres constituent des ouvertures à l'autre, dans tous les sens du terme. Une écoute, un intérêt, pas un poids que l'on voudrait porter, car je ne sais quels esprits de sacrifice. Car l'homme, naïf, étouffe les êtres qu'il chérit, en l'écœurant cocon de sa bonne volonté. Florence.
Je reviens d'un séjour dans le Midi, un séjour pendant lequel force a été de me souvenir que j'étais la fille de mes parents et que certains schémas semblent immuables. Je pense qu'il n'y a plus d'amour entre moi et ma mère et l'obligation du devoir filial est dénuée de plaisir. Regagner mes positions. Savoir qu'à un moment de ma vie, j'ai eu très peur et que dans un réflexe enfantin, je me suis tournée vers eux, vers ceux qui auraient pu me protéger, mes parents. Savoir depuis longtemps qu'ils n'en sont pas capables. Défaire ce nœud-là rapidement. Dire merci et au revoir. Arrêter. Il s'agit aussi, avec les frontières extérieures, de trouver un équilibre qui prenne en compte le possible conflit entre respecter sa cohérence et son intégrité et se suradapter au désir de l'autre, entre rester fidèle à soi et le désir d'aider les autres, certains autres. Tout va dépendre de qui il s'agit, de la nature de la demande. Sans demande, il n'y a pas d'aide mais du sauvetage. De son envie d'y consacrer de l'énergie et de quelle quantité d'énergie l'on dispose à ce moment-là. Et la spontanéité, me direz-vous peut-être. Eh bien, je vous répondrai qu'après tant d'années de décennies passées dans la dépendance affective pathologique, les patients mis dans ce type de situation doivent parfois prendre le temps de réfléchir. Leur spontanéité leur a joué tant de vilains tours, d'autant plus qu'il ne peut exister de véritable empathie, aptitude à comprendre l'autre en décidant pour un moment de voir la situation avec ses yeux et non plus les vôtres, tant que l'on s'imagine dans l'obligation d'aider quelqu'un, ce qui implique de sortir de l'égocentrisme pour se brancher sur l'autre. Les patients qui souffraient d'une dépendance affective pathologique sont désormais sortis du déni de leur réalité. Ils ont réussi à construire de bonnes relations avec eux-mêmes et avec les autres. Ils vont maintenant s'engager sur le chemin qui va les mener vers la maturité affective. Grâce à leur travail, les patients ont mûri, grandi. Ils acceptent d'entrer dans l'âge adulte, ce qu'ils refusaient inconsciemment jusqu'alors, car ils se berçaient d'illusions qui dissimulaient leur grande peur d'avoir à devenir responsables de leur vie. Ils laissent derrière eux un passé qu'ils ont pu en partie réparer. Ils l'acceptent malgré tout ce qu'ils portaient comme souffrance, malgré ces répercussions qui les ont longtemps détournés de leur véritable personnalité. Ils savent qu'ils ne doivent plus aliéner leur paix intérieure, leur cohérence ni leur intégrité dans une saine recherche d'approbation, de reconnaissance ou d'amour, qu'il n'est plus question désormais de ne s'attribuer quelque valeur qu'en fonction du regard que les autres portent sur eux. Accepter la responsabilité de sa vie. Le propre d'un individu adulte est de savoir se prendre en charge, d'assumer ses pensées, ses désirs, ses émotions et la façon de les exprimer, d'assumer ses comportements et leurs conséquences, tant sur lui-même que sur les autres. J'insiste sur le fait que les patients sont en mesure d'assumer leurs sentiments d'aujourd'hui alors qu'ils ne sont pas responsables de ce ressenti dans leur passé, mais bien plutôt de l'attitude qu'ils décident d'avoir désormais à leur égard. Ce qui implique de savoir réfléchir pour développer la conscience de soi, savoir ce que l'on veut et ce que l'on ressent, admettre que ces besoins, qu'ils soient d'ordre affectif ou émotionnel, ne seront pas toujours satisfaits ou qu'ils doivent être différés. Être capable d'accorder aux autres la même liberté d'être ce qu'ils sont. Renoncer à les utiliser pour leur propre profit, mais devenir curieux de ce qu'ils sont vraiment dans leur entièreté afin de mieux les comprendre. Et s'ils le peuvent et le désirent, répondre à leurs demandes d'aide ou de soutien. Accepter, même si cela peut être parfois pénible, de décevoir, de déplaire, de ne pas être aimé sans se sentir abandonné pour autant. Compter sur eux pour donner un sens à leur vie en restant à la fois séparés et reliés, même si tous les rêves n'ont pas été réalisés. Être en mesure, plutôt que de se dévaloriser au moindre ratage, de repérer quelle était la fonction positive, la motivation, la peur ou le besoin à satisfaire de tel ou tel comportement inadapté à la situation. Se donner le droit à l'erreur sans se fustiger. Se faire confiance, écouter ses émotions, les nommer, comprendre leurs messages, savoir s'appuyer sur ses ressources et parfois sur ses limites. C'est tout cela, et sans doute plus encore, prendre la responsabilité de sa vie, décider de dépendre de soi-même tout en respectant autrui, tout en sachant accepter son aide et son soutien lorsque c'est nécessaire, savoir protéger ses frontières extérieures et tenir compte de celles d'autrui. Se considérer comme une personne pleine et entière, aussi importante que toutes les autres. Accepter de prendre leur part de responsabilité dans ce qu'ils vivent, ce qui signifie cesser d'accuser le monde entier de leur malheur. Accepter de prendre leur part de responsabilité lorsque cela est justifié dans la blessure faite à l'autre. Être capable de réparer ou de s'en excuser. Et réciproquement. Comprendre la boucle de rétroaction de la communication. Avoir conscience de l'impact de leur comportement sur l'autre. Car il est essentiel d'intégrer
l'idée que l'être humain, par ses comportements, peut susciter aussi bien le pire que le meilleur chez ses interlocuteurs. Il est aussi de leur responsabilité de s'adapter ou non à ces derniers, et donc d'en assumer les conséquences, et réciproquement. Intégrer l'idée que l'on ne peut être différent de ce que l'on est, et que l'on peut évoluer toute sa vie. Gardez en mémoire que, grâce au reparentage, il est toujours possible de se consoler et qu'il serait dommageable de répondre aux désirs de fusion qui ne manqueront pas, dans les mauvais moments, de réapparaître. Des individus responsables d'eux et de leur vie. Si l'irresponsabilité est la clé de la jeunesse éternelle, il convient aussi d'accepter que nous construisons nous-mêmes, et pour la plus grande part, notre vie, pour le meilleur et pour le pire. Vous avez déjà fait la connaissance de Yalcin et de sa peur d'aimer, de son enfance douloureuse aussi. Aujourd'hui, il veut vivre sa vraie vie et abandonner son rêve de devenir le plus grand footballeur, celui que tous aiment et admirent. Il refuse de vivre un jour de plus, le martyr avec un I. Je veux prendre mon envol, affirme-t-il avec assurance. Je ne veux plus lui appartenir, je ne veux plus être son punching ball ou son bouc émissaire. Je ne veux plus supporter son contrôle perpétuel sur moi. Ma vie est comme un livre dont les pages ne sont pas reliées. Je prends les feuilles dans le désordre, mais je veux les remettre en place pour reconstituer le livre. Je n'écouterai plus ses jugements et ses critiques. Elle se moquait même de ma religion. Une religion de merde, disait-elle. Je ne veux plus être sa victime car je suis en train de découvrir qui je suis. J'étais bien trop dépendant de ses idées et de ses jugements. Elle n'a su que donner des titres à ses promesses. Elle n'a pas su agir. Je ne lui obéis plus et je me sens bien en disant ma vérité. J'ai accédé à ma vie en parlant à I de mes souffrances. Elle n'a pas le monopole de l'enfance malheureuse. Aujourd'hui, elle tente de résoudre mes problèmes, mais je ne lui demande rien. Je lui refuse le rôle que j'ai si longtemps joué, la victime. Je reprends possession de ma vie. J'ai donné mon temps aux autres au lieu de m'occuper de moi. I me garde depuis longtemps auprès d'elle par un chantage au suicide, décrétant que je n'avais pas d'autre mission que, je le cite, lui apporter du bonheur. Mais je suis en pleine révolution et je parviens à dire que je ne suis plus d'accord. Je sais maintenant lui dire non. Quand je l'ai rencontré, j'avais la pêche, j'adorais danser. Puis j'ai perdu l'envie de sortir, de rencontrer des gens. Je n'avais plus envie de danser, je ne faisais plus de sport. J'étais devenue casanier, triste, seule avec mon joint du soir pour me détendre. Avec elle, l'amour était un gouffre qui me faisait tellement peur. Mes parents acceptent très bien la distance que j'ai installée vis-à-vis d'eux. Ils me regardent enfin comme un adulte et n'entendent plus de me culpabiliser. Avant, je croyais que je devais sauver le monde, être le meilleur de ma famille, sa fierté. Ce rêve n'existe plus. L'amour dit est tellement égoïste. Je m'en rendais pas compte, je lui faisais conscience. Je me suis occultée moi-même. J'ai accepté ses œillères par amour. C'est pour ça que j'ai accepté de subir. Après le travail, plus je m'approchais de la maison, moins je me sentais bien. Il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé le courage de lui dire que j'avais peur de la mère qu'elle pouvait être. De toute façon, nous ne ferons pas d'enfants ensemble. Depuis plus de 5 ans, elle ne parle que de ça et je n'éjacule plus. C'est mon corps qui refuse. Je me donne encore du temps, mais je sais que ma vie avec elle est en train de se terminer. Se montrer responsable de soi, c'est aussi accepter de devenir autonome vis-à-vis des figures d'autorité qui faisaient tellement peur. En tout premier lieu, ses parents, quitte à leur déplaire, quitte à les contrarier, ils ne changeront sans doute pas, mais votre attitude lorsque vous êtes avec eux ou en communication avec eux leur démontrera que vous n'êtes plus un petit enfant que l'on peut contraindre et contrôler. Même si vous serez toujours et à jamais leurs enfants, vous êtes désormais un enfant devenu adulte, agissant comme tel. Tant qu'ils seront vaillants et en bonne santé, vous ne leur devez rien. Si vous éprouvez de l'affection pour eux, agissez en fonction de ce qu'elle implique pour vous et acceptez la réciproque. Ils ne vous doivent plus rien aujourd'hui. Et si le lien s'est effiloché, que reste-t-il ? Il importe de l'analyser consciemment pour en tenir compte. En disposant à tout âge de la lucidité nécessaire, nous pouvons éviter de chanter encore et toujours les mêmes chansons tristes. Tout ceci en gardant en mémoire que le désir est souvent trop exigeant, tandis que le souhait est plus souple. Formuler un souhait, c'est savoir que même réaliste et réalisable, il peut être différé ou jamais satisfait, ou même peu souhaitable en fonction de ce qu'on est et de l'environnement humain. Jean-Paul Sartre disait que nous sommes condamnés à la liberté. C'est ce qu'implique la responsabilité de soi, une liberté qui fait très peur, dont les dépendants affectifs pathologiques ne voulaient surtout pas, ils la fuyaient. Ils prennent conscience qu'il est temps pour eux maintenant de la regarder en face, d'oser prendre le risque de s'y confronter avec tout le cortège d'hésitations, de doutes, d'essais et d'erreurs qu'elle comporte. Se sentir libre ne signifie pas croire que l'on peut faire tout et n'importe quoi quand on en a envie, même si c'est ainsi que l'on vit
au pays du jamais jamais. S'il existe, ce n'est pas sur notre vieille terre. Croire en sa liberté, c'est arrêter de croire que notre destin ne nous appartient pas ou qu'il existe une fatalité, le fatum, qui conduirait nos pas là où nous ne voulons pas. Nous ne sommes pas des marionnettes, nous possédons un libre arbitre, nous sommes capables d'analyse, de réflexion. Et nous ne sommes pas omnipotents non plus. Les miracles de la pensée magique n'appartiennent qu'aux enfants. Être libre implique de refuser de rester dans l'ignorance. Être responsable de soi, c'est savoir s'accorder suffisamment d'attention sans se noyer, tel Narcisse, dans le miroir, pour connaître ses véritables besoins, qu'ils soient d'ordre physique, matériel, émotionnel, affectif, spirituel, etc. Il est essentiel de savoir de quelle nourriture affective nous avons vraiment besoin et faire en sorte d'être rassasiés. Ce qui est valable pour tous les autres besoins dans la mesure du possible et tout en restant réaliste. Ce qui n'empêchera jamais de rêver, rassurez-vous. Mais il s'agit de cesser de confondre le rêve et la réalité, de savoir distinguer quand nous sommes en train de rêver notre vie et quand nous la vivons réellement. Cette prise en charge de soi, par soi, implique un regard différent sur soi et par conséquent de nouveaux comportements, de nouvelles attitudes. Car sans cette volonté de changer, de quitter les habitudes nuisibles à soi-même, il n'y a pas de liberté possible. Dans tous les domaines, tout comme il est nécessaire de regarder le monde et soit dans le monde sous des angles différents pour en modifier le sens donné dans le temps difficile. Ce regard nouveau, cette attribution de sens encore inédite va engendrer des transformations dans la vie des patients. Leurs priorités ne seront plus les mêmes, leurs choix non plus, pas plus que leurs décisions, leurs orientations dans la vie et leurs projets. Ce savoir libre peut, vers la fin de la thérapie, effrayer les patients qui, souffrant d'une sorte d'amnésie temporaire, ont oublié qu'ils ne sont plus impuissants comme ils le croyaient au début de leur thérapie, qu'ils peuvent quitter leur rôle de victime sans craindre de devenir transparents aux yeux des autres, qu'ils peuvent, grâce à une vie relationnelle nourrissante, compenser le sentiment d'isolement inhérent à toute vie, réalité à laquelle seule la maturité affective permet d'accéder. Qu'ils se doivent à eux-mêmes de développer tout leur potentiel sommeillant dans les profondeurs de leur être, et que cela leur demandera des efforts dont, enfin, ils seront les premiers bénéficiaires, qu'ils connaîtront sans doute des échecs, mais aussi des réussites qui les rempliront de fierté. Ils pourront se réjouir de tout ce que leur vie leur apporte, et cesser de penser qu'ils ne possèdent pas, n'ont pas vécu, ne peuvent pas faire, ou qu'ils ne seront jamais. Ils pourront utiliser leur culpabilité existentielle comme tremplin sur lequel rebondir pour s'éveiller davantage à ce qu'ils sont capables de faire pour eux, de vivre pour eux. Les patients sont désormais conscients qu'ils sont à la fois responsables du sens qu'ils donnent à leur vie et aux événements qui la remplissent et de leur comportement, de leur façon de mener cette vie. Ce qui est essentiel dans leur thérapie, dans la mesure où elle contribue à chasser le désespoir lié à la culpabilité lorsque l'on s'est montré déloyal envers soi-même. J'aimerais terminer ce chapitre par cette citation qui, de mon point de vue, le résume pleinement. L'être de l'homme ne lui est pas seulement donné, il lui est exigé. L'être humain en est responsable au sens littéral. Il est tenu de répondre, s'il est interrogé, sur ce qu'il a fait de lui-même. Celui qui l'interroge est son juge, lui-même qui se tient devant lui. Cette situation génère de l'angoisse, qui est angoisse de culpabilité, de rejet de soi ou de la condamnation. Dans ses limites, il lui est demandé de faire de lui-même ce qu'il est censé devenir, c'est-à-dire de remplir sa destinée. Dans tout acte d'affirmation de soi morale, l'être humain contribue à l'accomplissement de sa destinée, à l'actualisation de ce qu'il est potentiellement. Mûris, grandis, devenus des adultes responsables, les patients sont alors prêts pour tenter l'aventure de l'amour. Oser l'amour authentique. Le désir d'une rencontre naît d'une projection dans l'avenir. Une rencontre authentique implique d'avoir renoncé à la séduction et à la résignation, au contrôle de l'autre et à son utilisation. Renoncer à séduire signifie prendre conscience que l'on est séduisant. Le faire laisse la place à l'être. C'est ce qui fait toute la différence, très qualitative. Renoncer à la résignation, c'est refuser de se soumettre à une quelconque forme de prise de pouvoir sur soi par l'autre, refuser d'être manipulé, utilisé par l'autre. Une rencontre authentique est une rencontre où l'on prend le risque de se dévoiler, de se montrer tel qu'on est et de n'être pas toujours agréé, ce qui ne veut pas dire que l'on n'est pas aimable au sens premier du terme, mais tout simplement que l'on ne plaît pas à cette personne-là. D'autant plus qu'il serait inutile de chercher à plaire tant que l'on ne se plaît pas. Sinon, le mauvais goût de l'autre serait trop flagrant et son intérêt sans valeur aucune. Une rencontre authentique implique aussi que vous êtes prêt à écouter la personne qui vous fait face, que vous êtes curieux d'elle, de tout ce qui la constitue.
Comment sinon savoir qui elle est, la connaître afin de faire naître une véritable attirance fondée sur cette connaissance et non sur la peur d'être seul. Pour cela, il faut décider de prendre du temps. C'est le plus beau cadeau que l'on puisse faire à l'autre et à soi-même. À l'amour aussi. Décidez aussi que vous êtes libre de ne pas aimer, une nouvelle liberté qui va conférer à l'amour une belle qualité. Car les sentiments humains ont une fâcheuse tendance à se confondre à notre plus grande âme. Il n'est pas toujours simple de distinguer le désir du besoin de l'autre, ce besoin de l'amour, la peur de la séparation, qui à elle seule n'est en rien une preuve d'amour, à l'instar de la codépendance et de la dépendance affective pathologique, sans oublier cette curieuse forme de non-amour qui voudrait que l'on aime parce que l'on est aimé. Le besoin de l'autre n'existe que dans l'amour de l'autre. J'ai besoin de toi car je t'aime. Équation qui n'est plus de l'amour lorsqu'elle est inversée. Je t'aime parce que j'ai besoin de toi. Par parenthèse, ceci est valable aussi bien en amitié qu'en amour. Comme les patients ne pouvaient pas s'apprécier tant qu'ils ne se connaissaient pas, ils ne pourront pas entrer en amour sans cette connaissance, même partielle, dans les premiers temps de l'autre. Bien sûr, ils pourront être amoureux, se sentir irrésistiblement attirés, selon l'expression de Boris Cyrulnik, mais ce sentiment amoureux ne constitue que les prémices de l'amour qui naît d'une connaissance mutuelle. Il y faut de la curiosité, disais-je, mais aussi de la disponibilité, beaucoup d'attention et une vraie capacité à l'écoute, une écoute totale, sans mettre de côté ce qui nous plaît moins, sans le minimiser et sans en faire non plus une clause d'exclusion. Enfin, pas forcément, tout va dépendre de quoi il s'agit. Cette ouverture à l'autre, tel qu'il est, facilite grandement le dévoilement progressif, si c'est votre désir, de soi, tout en sachant aussi que le verbe aimer n'est pas le synonyme du verbe posséder. Chaque partenaire se sent responsable de leur relation et il lui tient à cœur de rester vigilant afin que ce qui la compose soit préservé, sachant que l'amour mature constitue une modalité d'être en relation avec le monde bien particulière, de quoi est fait l'amour mature. En tout premier lieu, du sentiment d'amour, d'affection, de tendresse désintéressée, c'est le socle de la relation, de respect, tant de soi tel que l'on est, que de l'autre tel qu'il est. Un respect dans tous les domaines, physique, psychologique, affectif, émotionnel, mental et spirituel. Un respect de l'autre dans son identité unique, sa différence et son imperfection, ce qui implique un désir toujours renouvelé de le connaître dans tous ses aspects, son évolution, ses mouvements de l'âme, ses aspirations. De confiance, un élément fondamental qui autorise l'expression de soi, le dévoilement de soi. D'aide, de soutien et de sollicitude, parfois même d'inquiétude généreuse pour l'autre, qui permettent de donner du réconfort et de la consolation dans tous les domaines, autant que l'on puisse le faire. L'empathie et la compassion trouvent leur véritable place dans cette forme d'amour, tout comme la fierté de l'autre est ressentie, autorisant la fierté de soi, la fierté d'être aimé. D'envie de donner, de plaisir d'aimer et de donner et non d'attente passive. Le moteur n'est pas le besoin de se sentir exister à travers l'amour de l'autre, mais dans la joie du don, dans un mouvement que l'on sait initier de façon active. Car la vraie générosité suppose de savoir faire des efforts. L'altruisme authentique est alors revalorisé puisqu'il n'attend rien en échange. De plaisir des plaisirs, dans toutes leurs déclinaisons physiques, mais pas seulement, intellectuelles, sensorielles, émotionnelles, spirituelles. Cette responsabilité partagée, la réciprocité qui s'attache à tous les aspects de la relation, s'accompagne nécessairement de lucidité sur l'évolution de l'autre, la sienne, car tout ce qui est vivant est en mouvement. D'enthousiasme, né de l'amour et de la volonté d'un développement heureux de la relation. L'amour mature développe le désir de croissance personnelle de soi et de l'autre, car il autorise les échanges affectifs désintéressés dans une spirale qui s'enrichit sans cesse. Désirer une rencontre authentique signifie que l'on sait que l'amour accompli est une union qui implique la préservation de l'intégrité et de l'individualité. Le paradoxe de l'amour résidant en ce que deux êtres deviennent un et cependant restent deux. Ce paradoxe est la première condition pour qu'existe une véritable intimité entre deux êtres séparés et reliés. Les patients restent cependant conscients qu'ils sont eux-mêmes limités dans ce qu'ils peuvent offrir à l'autre, tout comme il existe des limites à ce que l'autre peut donner. Le désir d'absolu s'efface devant la réalité de l'être humain à la fois faillible et limité, mais qui, à l'intérieur de ses limites, peut s'avérer un véritable trésor, un sujet d'émerveillement. L'entrée en amour, qui a lieu dans cette partie que l'on nomme inconscient, avant même que la conscience en soit réellement avisée, s'oppose totalement à l'autocentrage.
Elle permet de s'extraire de soi par moments pour donner du temps à l'autre, pour se préoccuper de lui, de ce qu'il est, de ce qu'il désire au plus profond de lui, de ce qu'il pense et de ses aspirations. Ainsi, il se sent écouté, compris, honoré parfois de la plus belle des façons. Tandis que l'égocentrisme s'occupe exclusivement du désir que cet autre ressemble à ce que vous voulez qu'il soit plutôt qu'à ce qu'il est. L'amour authentique accompli permet aux patients de voir qui est l'autre. Le brouillard et les écrans de fumée installés par les peurs et les illusions infantiles ont presque disparu du ciel des amours naissantes. Je dis presque car cette entrée en amour distille de la peur. Elle renvoie aux séparations vécues lors de la naissance et de l'apparition du je et du tu, la fin de la fusion avec sa mère. Si ces séparations se sont passées en douceur et en réassurance sur le fait d'être toujours aimé malgré elles, les amours balbutiantes ne connaîtront pas ou si peu cette peur. Mais le sentiment de sécurité a cruellement manqué à la plupart des patients qui vont affronter ce retour de l'angoisse de séparation en même temps qu'ils découvrent l'amour. Ce n'est pas pour autant qu'ils doivent s'en détourner, surtout pas. Ils ont pu, au cours de la thérapie, construire des frontières entre le passé et le présent, entre le présent et le futur. Ils sont alors capables de ranger cette angoisse dans une boîte posée sur une étagère de la bibliothèque de leur vie passée. Ils ne la projetteront pas sur leur avenir. Durant la thérapie, en découvrant ce qui était caché dans les zones d'ombre, les patients ont appris la bienveillance à leur égard et leur tolérance vis-à-vis d'eux-mêmes les conduit à adopter la même attitude face à l'autre. Ils sont conscients que l'amour de l'autre n'a pas pour fonction de réparer leurs carences affectives ou de panser les nombreuses blessures de toutes sortes, qu'il s'agisse de la confiance en soi, de l'estime de soi ou du narcissisme. Ils ont lâché les illusions qui les poussaient à confondre un amour dit romantique fondé sur la fusion ou un attachement fondé sur la peur et le désamour de soi avec l'amour authentique. Ils ont appris qu'ils ne pouvaient à la fois aimer quelqu'un et espérer qu'il devienne quelqu'un d'autre, qu'il change. Entre le jeu et le tu, il n'y a ni but, ni appétit, ni anticipation, et les aspirations elles-mêmes changent quand elles passent de l'image rêvée à l'image apparue. Tout moyen est obstacle. Quand tous les moyens sont abolis, alors seulement se produit la rencontre. Oser l'amour authentique, c'est accepter de vivre une merveilleuse aventure. L'espoir et le désir procurent le courage nécessaire aux efforts consentis pour traverser ensemble les déconvenues et les difficultés de la vie. Est-il utile d'ajouter qu'ils en valent la peine ? Et l'aventure est aussi toujours possible. Avant de conclure ce livre, je voudrais partager avec vous cet hommage magnifique rendu par l'écrivain Amos Oz à l'art d'aimer de son grand-père. Il ne faisait pas semblant par politesse tout en rangeant son frein. Il n'interrompait pas son interlocutrice en terminant impatiemment ses phrases à sa place. Il ne la coupait pas et n'intervenait pas pour résumer sa pensée et passer à un autre sujet. Il ne la laissait pas parler en l'air, profitant de l'occasion pour préparer mentalement sa réponse. Il ne feignait pas un intérêt ou un plaisir qu'il éprouvait réellement. Sa curiosité était insatiable. Il s'intéressait de très près à sa partenaire. Il se plaisait à l'attendre, et même si elle prenait son temps, il patientait en se délectant de ses va-et-vient. Il ne la houspillait pas, ne la bousculait pas. Il la laissait achever, après quoi, loin de se précipiter, il faisait durer le plaisir. Y en aurait-il encore un peu, s'il lui venait une autre vague? Il aimait qu'elle lui prenne la main pour le guider à son rythme. Il était content de l'escorter comme une flûte accompagnant une mélodie. Il était heureux de la comprendre, de s'informer, de savoir. Il voulait la connaître à fond et davantage. Il aimait se donner plus encore qu'il n'appréciait son abandon à elle. Elle lui parlait tout son soul, lui confiant les détails les plus intimes, secrets et sensibles, confidences qu'il écoutait avec intelligence, douceur, sympathie et patience, avec plaisir et émotion. Quantité d'hommes aiment le sexe, tant et plus, mais ils haïssent les femmes. Mon grand-père, me semble-t-il, aimait les deux. Avec tact, il ne calculait pas. Il ne subtilisait pas son dû, il ne se hâtait pas. Il aimait naviguer sans se presser de jeter l'ancre. Conclusion. Les individus obéissant à une motivation de croissance n'établissent pas des liens fondés sur une perception des autres comme pourvoyeurs pour leurs différents besoins, mais les considèrent comme des êtres complexes, uniques et entrés. Irving Yalom. Parvenu à la fin de cet ouvrage, je voudrais insister sur le fait qu'il est possible, grâce à la psychothérapie, de se libérer du carcan invivable qu'est la dépendance affective pathologique, de reprendre possession de soi et enfin de connaître des relations avec les autres aussi enrichissantes qu'épanouissantes. Sur le fait aussi qu'il est possible, après la réconciliation avec soi, de donner un sens à sa vie en étant moins focalisé sur soi-même, en étant curieux de s'ouvrir aux autres et au monde, en sortant de soi pour participer davantage à la vie qui est autour de nous, s'y impliquer en fonction de ses valeurs profondes et de ses aspirations.
car le sens de la vie se trouve dans l'opportunité que nous avons de produire ou de contribuer à quelque chose qui nous dépasse, qui fait appel à toute la noblesse latente de l'individu et lui offre une cause à laquelle se consacrer. Je ne doute pas que les patients puissent découvrir ce qui sommeillait en eux depuis leur petite enfance, une vraie gentillesse, même s'ils se sont trop longtemps fourvoyés en confondant avec leur quête. Une gentillesse authentique qui est l'une des plus belles qualités de l'être humain. Il m'arrive souvent de la voir à l'œuvre chez mes proches et j'en suis à chaque fois émerveillée. Cette gentillesse-là n'a l'air de rien et reste discrète. Elle est faite d'écoute attentive constante, sans en avoir l'air, de petits tacts qui peuvent éclairer chaque journée. Elle est faite de sourire et de douceur, d'humour tendre et d'attention. Elle est joyeuse ou inquiète selon les circonstances. Elle est toujours présente, quoi qu'il puisse se passer. Elle est faite de petits rituels comme des surprises heureuses, de regards complices et de paroles jolies, de larmes partagées et de joies toutes simples. Elle trouve sa source dans la profonde bonté, dans un altruisme qui sait oublier ses propres besoins lorsque c'est nécessaire, qui sait aller au-devant de la demande d'aide si elle est évidente et pénible à formuler, sans exigence de réciprocité, car elle est faite aussi de confiance. Ni intrusion, ni besoin de contrôle, elle est respectueuse du secret et ne force pas la confidence. Elle sait attendre pour consoler, réconforter, encourager, valoriser. Elle est tolérante et bienveillante, attendrie devant l'erreur ou la maladresse. Elle sait rire de ce qui n'est pas grave, pleurer devant la douleur. Elle sait seconder, soutenir dans les projets, s'intéresser au goût, au désir. Elle sait donner tout ce qu'elle a à offrir avec bonheur et intelligence, tact et finesse. Elle n'exige rien, ni louange, ni compliment, et sait recevoir. Elle est dévouée sans excès, sans fioriture. Elle est engagement implicite envers l'autre. Elle n'a pas besoin d'être clamée sur les toits, il lui suffit d'être. Il lui suffit d'avoir confiance en elle, instinctivement. Elle ne répond à aucune contrainte, elle n'obéit à aucune loi, céleste ou terrestre. Elle est libre et librement consentie, n'a de compte à rendre à personne. Elle n'espère pas le paradis, elle n'est pas charitable, elle est gentillesse. Elle est. Et cela lui donne la meilleure raison d'exister.